J'invite à nous rejoindre Guillaume Pépi, président de la SNCF, et Thibaut Gemignani, président directeur général du Figaro Classified. Bonjour à vous. Alors Bonjour Guillaume Pépi, vous avez été notre premier lauréat en 2013. Notre jury avait plébiscité votre... Le niveau a beaucoup augmenté depuis. Attendez. C'était les débuts. Hein. On avait plébiscité votre sens de l'action, votre charisme, votre capacité à encourager vos équipes. De jeunesse. Maintenant, selon vous, un peu la même question, mais quelle qualité plébiscitez-vous chez vos collaborateurs? Alors, on va évidemment descendre d'un cran par rapport aux contributeurs parce que c'était vraiment des beaux moments. Moi, je vous remercie beaucoup. Et bonjour, Madame la Ministre. Je pense que dans les qualités de leadership, il y a des choses un peu basiques aujourd'hui, moins basiques qu'on ne le pense, c'est-à-dire la capacité à avoir un temps d'avance stratégique. C'est de plus en plus difficile parce qu'il ne suffit pas d'être en avance pour avoir raison, on peut être en avance et se tromper. Donc déjà, c'est une première difficulté. La deuxième qualité que je vois, elle est un peu plus difficile, c'est la capacité qu'on a ou qu'on peut avoir les uns ou les autres à révéler des énergies qui sont cachées dans l'entreprise, des choses qui n'arrivent pas à s'exprimer, des choses que les gens, au fond, rentrent dans eux-mêmes et n'arrivent pas à véritablement transformer en évolution, en adaptation de l'entreprise à ses clients. Là, c'est déjà plus difficile. Et puis la troisième chose que je ressens, c'est que dans le leadership d'aujourd'hui, on a tantôt des gens qui fly high et qui ont un peu de mal avec le réel, et puis de l'autre côté, des gens qui évidemment micromanagent parce que c'est plus facile de micromanager parce qu'on est dans un terrain connu. Alors le point d'équilibre à trouver entre, au fond, le manager qui a du mal à rester connecté au réel et puis celui qui est en même temps trop sur les affaires opérationnelles et qui ne prend pas le recul nécessaire, ça, moi, dans mon métier, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à régler. Et c'est un réglage, en plus, qui est instable. Il faut sans arrêt faire attention entre le trop et le pas assez. Merci. Merci. Thibaut, oui. À votre tour, j'ai envie de vous poser à peu près la même question. C'est votre conception, à vous, du leader. Et puis peut-être une question subsidiaire, c'est est-ce que vous en avez rencontré et est-ce qu'il y en a qui vous ont inspiré? Alors, le leader, Sébastien Bazin l'a dit tout à l'heure, en fait, un leader, c'est celui ou celle qui donne envie. Alors, on a parlé de Jean d'Ormesson, je vous remercie, parce que son image était associée au Figaro, mais on se doit de parler aussi de Johnny ce soir. L'envie d'avoir envie. Donc, c'est important pour un leader, effectivement, de donner cette envie à ses collaborateurs. Et je n'avais pas du tout prévu de parler de Johnny, mais je vais vous parler que de Johnny, parce que c'était probablement une leçon de leadership à lui tout seul. Alors évidemment, on a tous en tête, d'ailleurs il était appelé, c'était le boss, le patron de la chanson française. Mais au-delà de ça, et puis c'est vrai qu'il avait un charisme énorme sur scène, mais il y a des vraies compétences qui doivent nous inspirer en tant que leader. C'est quelqu'un qui aimait les gens. Donc il faisait preuve, évidemment, d'empathie, de bienveillance, de beaucoup d'humilité aussi, un peu comme Jean-Dominique Sénard, d'ailleurs, sur scène l'année dernière, qui avait reçu le prix. C'est quelqu'un aussi qui savait très bien s'entourer. Et d'ailleurs, souvent des meilleurs, et il l'expliquait très bien en disant que c'était stimulant pour lui d'avoir autour de lui des gens parfois meilleurs que lui. Il savait d'ailleurs parfaitement les mettre en valeur. Je ne sais pas si ceux qui l'ont vu en concert, les solos d'harmonica de Greg Slapp, sur la chanson Gabriel, alors je ne suis pas un fan inconditionnel de Johnny, mais ça pouvait durer pendant 5 minutes ou 10 minutes. Et voilà, il savait mettre en valeur et faire grandir d'ailleurs ses talents, les talents qui l'entouraient. Je pourrais dire évidemment plein d'autres choses, savoir se réinventer, puisqu'après chaque album, il se remettait en cause et évidemment, il essayait de repartir dans d'autres directions, donc il apprenait aussi de ses erreurs. Et puis, parler à toutes les générations. On nous a souvent parlé de la génération des baby-boom, la génération X, dont je fais partie, Y, Z, etc. Savoir parler à toutes les générations, à toutes les catégories sociales, fédérer l'ensemble de ses collaborateurs, ça aussi, ça doit être une source d'inspiration. Voilà. Et puis, dernier point, savoir se détendre aussi, parce que pour être un bon leader, faut pouvoir de temps en temps couper, vivre ses passions. Il faisait du sport, de la moto, etc. etc. Et c'est ça qui permet aussi de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions. Voilà, donc tout un programme avec Johnny. Voilà, je lui souhaite de reposer en paix à Saint-Barth. Voilà, merci. Voilà, donc j'en déduis que Johnny vous a inspiré.
Oui, absolument. Absolument. Alors je suis désolé, parce qu'en plus je suis issu d'une famille plutôt d'artistes, donc j'ai des références qui sont un peu différentes par rapport au monde du business, mais il y a des sources d'inspiration partout. Voilà. Eh bien, messieurs, merci. je vous propose, merci à vous deux, je vous propose de découvrir ce prix du leadership 2017. Prix du leadership. Jacques Aschenbroich, Chairman and Chief Executive Officer de Valeo. Un leadership reconnu qui sait allier l'excellence de sa stratégie au savoir-faire de ses équipes et ainsi permettre à son entreprise de devenir un leader mondial incontesté sur chacun de ses métiers. Isabelle Kocher, Chief Executive Officer de Engie. La subtile alliance du travail, de la rigueur, de la vision stratégique et du sens politique qui vise à faire du groupe le leader mondial de la transition énergétique. Jean-Luc Petit-Huguenin, président de Paprec. Une réussite incontestée portée par un leadership militant dans le respect de la diversité et de la laïcité, faisant de son groupe la première entreprise indépendante française de recyclage. Jean-Marc Potvin, fondateur Entourage. Un parcours humaniste de la réussite professionnelle à la quête de sens par la création d'Entourage, une association humanitaire en faveur des sans-abri. Alexandre Ricard, chairman et CEO Pernod Ricard. Un modèle d'innovation dédié à la transformation digitale de son groupe. Plus jeune des grands patrons français, il a redessiné le groupe pour séduire les millennials. Et maintenant, le prix du leadership 2017 est attribué à Jacques Aschenbroich, Chairman and CEO de Valeo. Bienvenue, félicitations. Je vais proposer à Guillaume Bépi de remettre ce prix. Le voilà. Tu l'as mérité, tu l'as vraiment mérité celui-là. Merci beaucoup. Je peux te poser une petite question, c'est peut-être pas complètement prévu, mais tout le monde connaît tes résultats, qui sont extraordinairement brillants. On connaît moins, vu de l'intérieur, au fond, ton style de leadership. À toi. Alors, je ne suis pas sûr que je sois la personne à qui il faille le demander, parce que justement, par définition, c'est aux autres. Uniquement, quels autres? Quand je suis arrivé à Valeo, il y avait 45 000 personnes. On était à la fin du mois dernier 110 000. Alors, faut-il poser la question aux 45 premiers 1000 ou aux autres? Alors, je vais faire une référence à ce qui a été dit tout à l'heure, l'intuition. Et ça m'a rappelé ce que me disait un de mes profs de taupe, qui était assez excité et qui avait le talent de m'envoyer très souvent au tableau et qui un jour est devenu rouge de colère en me disant Aschenbroich, quand est-ce que vous allez commencer à réfléchir avec votre tête plutôt qu'à réfléchir avec votre nez? Et il n'y a rien de tel que l'intuition. Et je me suis dit que l'intuition, finalement, ce qui a été évoqué tout à l'heure, il y manquait peut-être une référence, c'est le travail. L'intuition, c'est bien, mais il faut qu'elle soit basée quand même sur énormément de travail. Et je pense que l'une des caractéristiques, peut-être, c'est l'intuition. Mais le type de management que j'ai, c'est probablement, je vais le dire en deux mots. La première, c'est d'être un incubateur de talents, puisque je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise sans des leaders, sans énormément de talents. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est dans notre vie personnelle, on a toujours rencontré beaucoup de gens qui ont énormément de talents, mais qui ont parfois du mal à révéler ces talents au sein d'une entreprise. Je crois que notre rôle de patron, c'est d'essayer de révéler le talent des gens qui travaillent pour nous. Donc, libérateur d'énergie. Et le second, c'est donc libérer les énergies et un incubateur de talent. Je crois que c'est peut-être ce qui me caractérise. En tout cas, j'espère que c'est ce qui me caractérise. Cela étant, il faudrait le vérifier auprès des autres.
Alors, je vais citer un confrère du Figaro Économie, la Harvard Business Review, qui vient de vous placer à la 4e position des 100 patrons les plus performants dans le monde, premier français d'ailleurs. Donc, quelle est justement la part de votre leadership dans cette réussite? La chance. La chance parce que... Alors, j'ai essayé de comprendre comment était fait ce classement. Ce classement est fait en prenant comme référence la période dans laquelle on a été aux affaires. J'ai eu la chance de rentrer chez Valeo le 21 mars 2009. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, c'était probablement la pire année de l'économie et pour l'industrie automobile, le pire trimestre. Alors c'est beaucoup plus facile d'être brillant quand on rentre dans une période où on est à 2 doigts du dépôt de bilan que quand on rentre dans une période où les circonstances font qu'on était finalement déjà au top. Donc la chance, c'est probablement la première des caractéristiques. La seconde, c'est peut-être qu'en 2009, quand le maître mot probablement de l'ensemble des entreprises, de notre secteur en tout cas, mais probablement de beaucoup d'entreprises, c'était de tout couper, en particulier couper les investissements et couper la R&D. On est dans un métier, celui de l'automobile, où ce qui nous différencie et ce qui nous évite de passer sous les fourches codines et le rouleau compresseur de nos clients, c'est d'être différent et d'avoir des produits qui intéressent nos clients et donc qui sont différents de ceux de nos concurrents. Et dans cette période un peu difficile, où on perdait 2 millions d'euros par jour, où on avait comme actionnaire principal un fonds activiste, le Conseil a eu le courage de me suivre dans 2 idées totalement idiotes. C'est d'augmenter nos dépenses de R&D et d'augmenter nos investissements, en particulier en Chine. La Chine est devenue notre premier pays et on est devenu le premier déposant de brevets en France. Merci. Jacques Aschenbroich, à moi de vous poser une question un tout petit peu perfide, si vous permettez, et qui va faire en fait le pendant à la question que vous a posée Guillaume Pépi. Les qualités que vous attendez de vos collaborateurs, c'est lesquelles? Alors, je ne pense pas que la question soit perfide. Probablement, la première, c'est d'être impertinent et de résister. Ils sont beaucoup plus forts que moi et ils connaissent leur métier beaucoup mieux que moi. Et le risque, c'est que je leur impose une décision alors que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Alors, il faut évidemment donner des guidelines. En particulier, la première guideline, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. Ils ont un tel enthousiasme qu'ils voudraient dépenser beaucoup plus que ce qu'ils gagnent parce qu'ils ont beaucoup d'idées en termes de nouveaux produits et de nouveaux systèmes pour nos clients. Donc, c'est la seule guideline finalement qui est importante. Donc, c'est de résister et d'être impertinent. La deuxième, c'est d'être audacieux. Je crois que le mot a été prononcé déjà dans la soirée. On est finalement, ou on était, un outsider. On est devenu un leader sur chacun de nos métiers. Et pour cela, il a fallu finalement transgresser et vaincre, en particulier chez nos clients allemands, la domination de nos concurrents allemands. Et donc, il faut être de l'audace. Il fallait, je ne sais plus qui disait qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc, la deuxième, c'est l'audace. Et la troisième, c'est le rythme. Je pense qu'on est rentré dans une période où finalement, quand on se compare à nos concurrents, on a à peu près les mêmes technologies, les meilleurs concurrents, bien sûr. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes réponses techniques, mais on est sur les mêmes marchés, sur les mêmes réponses aux besoins de nos clients. On est sur les mêmes territoires, on est tous finalement allés là où sont nos clients. Mais ce qui va nous différencier de nos concurrents, c'est le rythme, la vitesse d'exécution. Et il faut être toujours plus rapide, toujours plus véloce, prendre des décisions extrêmement rapidement. Et je pense qu'on revient peut-être au mot intuition. Si on essaie d'avoir la réponse à toutes les questions, on ne prendra jamais de décision. Et à quel moment est-on capable de prendre une décision sans avoir la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser? Ne pas avoir peur de l'échec, à condition qu'il n'y ait pas trop d'échecs, et à condition qu'on soit capable de le corriger très rapidement. Donc, l'impertinence, l'audace et le rythme. Je retiens le tempo, ce qui nous ramène quelque part à Johnny Hallyday.
Alors, une dernière Merci. question, peut-être, Jacques Aschenbroich. Valeo est présent dans 32 pays. Vous employez 110 nationalités. Adaptez-vous votre leadership à ces différentes nationalités? Alors, j'ai vécu en Allemagne. Et quand j'étais en Allemagne, c'était pour Saint-Gobain, je pense que les gens de Saint-Gobain disaient que j'étais le plus allemand des Français. Et les collègues allemands disaient que j'étais le plus français des Allemands. Je pense qu'il y a une image d'Épinal qui est réelle, c'est que le mode de décision en Allemagne et au Japon, qui sont assez semblables, font une place très grande au consensus. Donc la décision est lente, mais l'exécution de la décision est extrêmement rapide. En France, on a l'illusion de prendre une décision rapide. Par contre, l'implémentation de ces décisions est lente. Et si on arrive à conjuguer les deux, c'est-à-dire une intuition qui permet de prendre une décision rapide, tout en ayant une exécution rapide, parce qu'on a réussi, par un coup de baguette magique, à la faire partager par le plus grand nombre au moment où on la prenait, je pense qu'on est invincible. C'est ce que j'essaye de faire. C'est de prendre des décisions en appliquant finalement les points positifs de chacun des pays ou des nationalités dans lesquelles on est. Est-ce qu'on sera invincible? Seul l'avenir le dira.